on est ensemble. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et madame, monsieur, ce lundi, comme annoncé, nous recevons professeur Iou Majesté Wateba. Il est infectiologue, il est membre du conseil scientifique, il est également responsable du centre de prise en charge des malades de Covid-19 et il est également ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le ministre ou professeur, encore une fois, bonjour. Bonjour, Jochin. Voilà, et merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors, ma toute première question à vous. Vous avez commencé par vacciner, contraindre les populations à la vaccination. Ça fait bientôt une semaine. Quel est aujourd'hui l'état des lieux? D'abord, on n'a pas contraint les populations, mais c'était une décision salutaire. Et il est du rôle du gouvernement qui dirige, de celui qui dirige, de prendre parfois les bonnes décisions pour le peuple. Vous savez, quand votre enfant a envie de se suicider, c'est son désir, vous avez, vous, parents, l'obligation de l'en empêcher. Il va dire que vous l'avez contraint, mais c'est une obligation. Donc, quand on est au gouvernement, on prend les décisions salutaires pour la population. Donc, ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. Je peux vous dire que la vaccination, le programme vaccinal se porte très bien. Il se porte excellemment bien. En ce sens que je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui plus d'affluence que même pendant les périodes de recensement des populations. Ça se passe très bien. Et pas plus qu'il y a 2 jours, j'ai été réveillé à 3 heures du matin pour qu'on puisse réveiller d'autres agents de santé pour aller prêter main forte parce qu'à 3 heures du matin, les gens viennent déjà s'asseoir pour prendre leur vaccination. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 40 000, parfois 50 000 cas de vaccinés quotidiennement. Et quant aux étudiants, l'engouement est tel que je ne reconnais même plus mes étudiants. Je suis fier, nous sommes fiers d'eux parce que voilà des gens qui ont compris, qui aujourd'hui arrivent à faire le discernement entre ceux qui font du populisme, ceux qui aujourd'hui essayent de faire de la récupération politique de ce truc-là. Ils sont dans leur jeu, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné reconnaître, même quand vous n'aimez pas quelqu'un, s'il fait du bien, que vous reconnaissiez qu'il fait du bien. Aujourd'hui, on est dans une forme de populisme où, d'abord, on a essayé de démontrer que le vaccin crée des thromboses, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les anti-vaccins l'ont abandonné, les politiciens qui sont contre les régimes ont abandonné finalement. À un moment donné, on a dit les gens qui sont vaccinés vont mourir parce qu'on a mis des puces, etc. Après, on a dit c'est dans 2 ans, maintenant on passe dans 3 ans. Maintenant, les gens ne savent plus quoi inventer. Il faut maintenant prouver tout simplement qu'on force les gens. Personne n'a été forcé. Je ne me souviens pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on a mis des bâtons derrière les gens pour dire levez-vous, sortez, allez vous vacciner. Il y a eu des directives. Oui, mais insidieusement quand même, c'est une contrainte. C'est normal, professeur. C'est normal. Au feu rouge. Oui, quelle est l'urgence, s'il vous plaît? Quelle est l'urgence? Je vais vous répondre. Quand on met un feu rouge sur une route et qu'on contraint les gens à s'arrêter, c'est une contrainte. Une contrainte qui est dictée par des nécessités. Sinon, on aurait pu, parce que les gens auraient voulu, la preuve, les gens violent les feux rouges. Ils violent les feux rouges parce qu'ils estiment que cette contrainte ne leur plaît pas. Mais on les met quand même. Et donc, ils ne sont pas nombreux quand même. Oui, c'est ça. Parce que quand on a... Et pourquoi est-ce qu'on continue à mettre des feux rouges? C'est à cause d'un seul serpent qu'on tue tous les serpents. C'est comme ça. C'est parce que périodiquement, on va avoir un trafiquant de drogue dans un aéroport qu'on est obligé de mettre des services de contrôle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand il y a dans une population un certain nombre de gens qui ne respectent pas les normes, on est obligé de mettre des mesures, on peut dire un peu contraignantes, pour amener les gens parce que ici, la problématique, ce n'est pas celui qui refuse de se vacciner, mais c'est celui-là qui refuse de se vacciner et qui met en danger ceux qui, eux, adhèrent à la mesure. Si vous êtes sur votre moto et que vous faites 150 à l'heure, si vous tombez, vous mourrez seul, eh bien, ça s'arrête là. Mais ce que nous craignons ici, c'est que dans votre chute, que vous balayez un innocent qui, lui, a envie de vivre. Donc, autant vous avez le droit de vous suicider, mais vous n'avez pas le droit d'emporter dans votre cavale un innocent. Et c'est là que l'État intervient pour dire, à un moment donné, ta liberté ne doit pas empêcher les autres de vivre normalement. Et là, le mot simple pour le signifier, c'est une obligation. C'est appeler ça obligation, mais nous sommes en train de vous dire que ça devient une obligation
d'État, en tant que responsable, de prendre les mesures nécessaires pour protéger celui qui adhère. Très bien. Les programmes dans dites-nous, tout... Oui. quelle est alors l'urgence d'appeler la population ou de dire forcément allez vous faire vacciner? Ma question, est-ce que vous êtes dans ce pays? Je suis Togolais et je vis à Lomé. Bon, donc si vous êtes dans ce pays et que vous savez ce qui se passe, vous ne devez pas me poser cette question. Je dois la poser parce que... Quand nous sommes arrivés dans notre petit pays, oui, où nous nous battons depuis près de 2 ans, et que partout, allez-y au port, hein, moi je me promène souvent, même les gens qui amènent les matériaux venus de France, il n'y en a plus. Où Covid a fait dupliquer le coût du fret. Les commerçants n'arrivent plus à importer les choses. Et quand ils les apportent, le prix flambe. Nous sommes les mêmes personnes qui crions que la vie est chère, le coût de la vie a changé. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité. Et c'est dicté par quoi? Ce n'est pas le gouvernement togolais qui a changé le prix du fret aérien, le prix du fret maritime. Tout ça fait que finalement, le panier de la ménagère, ça devient difficile. Ça, c'est la réalité Covid. Deuxième réalité, des gens meurent. Quand dans un pays, vous aviez un pays modeste comme le nôtre, vous devez gérer 300 cas de Covid et que vous en avez des milliers. Et quand nous avons vu à la télévision des pays qui n'ont pas su prendre les mesures à temps, vous avez vu en Inde, on brûle les corps, il n'y avait même plus de bois pour brûler des corps. Et dans nos pays voisins, je ne vais pas citer de cas, qui avaient banalisé le problème au début, ils étaient en train de suffoquer littéralement. Quand vous êtes au pouvoir, au gouvernement, et que une situation pareille arrive, votre devoir, la réaction tout de suite, c'est de faire en sorte de prévenir que la catastrophe n'arrive chez nous. C'est de limiter les dégâts. Donc nous étions dans une situation, il y avait trop de cas, il y avait déjà des décès qui commençaient, on avait vu, on s'est dit que si on ne fait pas quelque chose, ça deviendra difficile et le pays va devenir vraiment une situation où toutes les familles seront affectées. Voilà l'urgence qui était là, voilà l'urgence qui pointait à l'horizon et pour cela, le gouvernement, dans son rôle régalien, doit prendre des mesures pour arrêter ça. Alors, et maintenant, c'est bien, vous l'avez dit, c'est par rapport au Covid-19. Vous êtes infectiologue. Et vous savez les ravages que cause aussi, ou bien qu'entraîne également la fièvre typhoïde ou peut-être l'autre maladie qui touche les hépatites. Pourquoi il n'y avait pas cet engouement? Parce qu'un vaccin est trouvé également pour cela. Et c'est aujourd'hui le focus est mis littéralement rien que sur le Covid-19. Que chacun fasse son travail dans ce pays. Et que les gens qui ne sont pas médecins ne parlent pas à la place des médecins. Très bien. C'est ça qui a fait le mal de Covid. Quand on me dit, moi, infectiologue, qu'on a mis trop d'engouement dans Covid alors qu'on ne le fait pas pour les autres maladies, c'est méconnaître littéralement les principes élémentaires de l'épidémiologie, les principes élémentaires des maladies infectieuses. Souvenez-vous tout simplement que quand vous avez une maladie qui est une maladie virale, vous avez parlé de fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est une bactérie. D'accord. Et contre une bactérie, il y a des antibiotiques. La Covid n'est pas une bactérie, c'est un virus. Il n'y a pas de médicament contre un virus. Mais les hépatites? Les hépatites, c'est un virus, mais il y a des médicaments qui arrivent efficacement, ça c'est déjà trouvé, qui arrivent pour les hépatites C, à les traiter, à les soigner durablement. Et contre les hépatites B, il y a un médicament du VIH qui arrive à contrôler durablement le risque de contamination. Et mieux encore, dans une maladie infectieuse, on l'apprécie par rapport à sa capacité à être transmise aisément. Ici, il s'agit d'une maladie relationnelle où je parle, tu es devant moi, tu t'infectes. Mais dans l'hépatite C ou B, il faut faire quelque chose. Soit vous avez un rapport sexuel non protégé, ça veut dire qu'il y a le préservatif qui peut amener à éviter l'hépatite C ou B. Soit vous contrôlez le sang que vous transfusez à quelqu'un, ça on sait le faire, donc ça limite les dégâts. Ou alors, il suffit d'éviter d'utiliser la même aiguille sur la même personne. Vous voyez déjà que les voies de transmission de cette maladie sont tellement simples qu'il suffit de mettre juste un peu de contrôle au niveau de la sécurité des objets contondants. Disons prendre des précautions. Prendre des précautions pour le faire. Mais Covid, je te serre la main, ce qui est de la vie relationnelle, tu t'infectes. Tu touches à un garde-fou quelque part, à un mur, à une chaise, tu t'infectes. On ne peut pas savoir celui qui est passé avant toi et qui a laissé la maladie. La facilité de contamination de cette affection, le fait que nous ne la connaissions pas bien et le fait que cette affection touche un organe très noble, un des organes nobles de l'homme qui nous différencie des poissons, des animaux aquatiques, c'est les poumons. Mais quand l'organe, qui est l'organe qui te permet tout de suite, on vous empêche de respirer en 1 minute, vous êtes mort. Et c'est là-bas que cet organe-là aime élire domicile. Ça devient une urgence. Et quand une seule personne éternue ou tous, elles peuvent facilement
embrasser d'autres personnes. C'est pour cela que malgré tout ce que l'humanité constate depuis 2 ans, nous sommes toujours en train de balbutier. Je veux juste vous dire que c'est vrai, on a mis beaucoup d'accent dans le Covid. Si on l'avait fait dans les hépatites de la sorte ou dans le paludisme, on aurait éradiqué ces maladies. Mais c'est pour vous dire que avec le paludisme, qui est une réalité par exemple, et dont la contamination n'est pas aussi méchante comme la Covid, et dont nous disposons de médicaments, eh bien, ce ne sont pas les mêmes maladies en termes de dangerosité. Et quand 2 maladies ne sont pas en termes de dangerosité au même niveau, vous convenez avec moi que ce qui est important ici, c'est de mettre l'accent sur la prévention. Et la prévention, elle est physique à travers les mesures barrières et elle est immunitaire à travers la vaccination. Et il semble que c'est l'OMS qui contraint le Togo à faire vacciner la population en grande masse. FAUX. Faux. C'est ça? Sans autre commentaire. Sans autre commentaire. C'est alors, faux. venons-en. Est-ce que vous disposez suffisamment de vaccins pour appeler tous les Togolais à aller se faire vacciner? Mais bien sûr, nous avions... Le Togolais doit aussi apprendre à écouter les bonnes informations. Vous avez un fake news, il fait le tour de la planète en 10 minutes. Mais les bonnes informations salutaires, en un mois, vous les véhiculez, les gens n'entendent pas. Je ne donne pas les chiffres d'aujourd'hui, il y a une semaine, nous avions plus de 1 800 000 doses en cumulé. Nous recevons quasiment tous les deux jours des doses. Quasiment tous les 2 jours. Et il y en a. Dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de vaccin, nous avons aujourd'hui du vaccin pour vacciner au moins 1 million de Togolais. Nous en recevons tout le temps. C'est-à-dire 150 000, 180 000 doses. Et nous faisons un lobby extraordinaire. Nous avons notre ministre des Affaires étrangères qui quasiment est en train de voyager d'avion en avion pour aller négocier et trouver une bonne place pour le Togo. Et je vous dis, la campagne de vaccination, nous sommes fiers, contrairement à ce que les gens qui font du populisme ou de la récupération politique d'un phénomène qui n'existe pas, les gens qui font sauter un coup de tonnerre dans un ciel serein, ces gens-là, on s'en moque. Je vais vous dire la vérité, le Togo est fier. Nous sommes très fiers du gouvernement. Nous sommes très fiers de l'action du Premier ministre. Nous sommes très fiers de ce que le président de la République fait pour notre pays. Nous sommes aujourd'hui leaders. Là, vous êtes en train de faire du populisme politique non, mais aussi. Je dis la vérité. Je ne fais pas du populisme dans le vent. C'est sûr des chiffres. Nous sommes aujourd'hui leaders en Afrique dans la vaccination. Je suis fier de ça. Vous devenez politique, hein? Non, mais visiblement. Je suis politique. Je suis politique et je suis scientifique. Et ma position de politique et ma position de scientifique m'amène à voir les choses objectivement. Parce qu'il y a des politiques non scientifiques, donc qui font que de la politique, et il y a des scientifiques non politiques. Moi, je suis les deux. Et donc, j'essaie d'arrimer les deux dans un concept de vérité. Quand vous, Joachim, aujourd'hui, vous arrivez dans un pays européen, disons le langage de vérité, vous arrivez dans un pays européen et vous êtes Togolais, et que vous avez votre carnet de vaccination, et qu'on vous dit à vous, Togolais, monsieur, passez. Passez parce que vous êtes leader au Togo, et qu'au Togo, vous adhérez massivement à la vaccination, vous êtes fiers parce que on vous a vu autrement. C'est de ça que je parle. J'ai un ami qui est arrivé la fois dernière des États-Unis. À l'aéroport, je ne donne pas le nom de l'aéroport, il s'est présenté comme Togolais et il a dit que vous êtes l'un des pays en Afrique qui vraiment consomme les vaccins. Et il semble que chez vous maintenant, il faut se lever tôt pour aller faire le vaccin. Et avant-hier samedi, j'ai pu le constater moi-même. À Kakaveli, à 3h du matin, les gens étaient là pour prendre la vaccination. Jamais dans aucun pays on a eu ça. Donc c'est pour vous dire que quand on fait bien, et que on reçoit les éloges, je ne vois pas un anti-vaccin togolais, politicien ou je ne sais quoi, qui arrive dans un pays, on lui dit, félicitations, chez vous la vaccination marche. Oui, c'est vrai. Le gouvernement a donné toutes les raisons, vous les avez encore réitérées ici tout à l'heure même. Mais pourquoi on n'assiste pas au même scénario au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont des pays plus touchés que nous? Le Togo n'est pas une sous-préfecture d'un pays de la sous-région. On le sait. Le Togo est un pays indépendant. Et souverain. Et qui a ses réalités et qui gère le pays en fonction de ce que nous avons comme ressources. Le gouvernement togolais ne reçoit pas les ordres de quelqu'un d'autre. Nous gérons nos pays avec nos forces. Et nous gérons notre pays en partie de ce que nous avons. Et pour avoir des prévisions pour une meilleure santé de nos populations. Si les autres pays de la sous-région veulent nous prendre comme exemple, nous leur disons bravo. Mais nous copierons les bons exemples.
mais nous ne copierons pas les mauvais exemples. C'est pour cela que nous ne sommes pas intéressés par ce que les gens ne font pas bien ailleurs. Nous nous évertuons à atteindre l'excellence, à savoir faire en sorte que les populations soient le plus protégées possible. Vous avez complimenté tout à l'heure Madame le Premier ministre ainsi que tout le gouvernement, y compris le chef de l'État. C'est bien, vous êtes dans votre rôle. Cependant, il y a une confusion qui est toujours là, vivace dans le cœur, la pensée collective. C'est comme si on nous inocule des vaccins périmés. Qu'est-ce que Madame le Premier ministre était allée dire? Parce que vous étiez présent sur les images, on vous a vu à côté de Madame le Premier ministre la dernière fois. J'étais dans l'hémicycle et je peux vous dire, je suis un de ses lieutenants. Donc, je peux vous dire que j'étais là et c'est très important que les gens sachent. Quand vous voyez un Premier ministre à l'Assemblée, le Premier ministre a derrière lui des personnalités. Des spécialistes, des spécialistes qui répondent aux questions techniques. Si un joueur doit faire une conférence sur l'atomistique, elle va avoir avec elle des professeurs, des savants, des Togolais spécialistes en atomistique. En tout cas, ceux qui s'y connaissent. Voilà, ceux qui s'y connaissent. C'est comme ça que ça se passe. Alors, nous étions là. Les gens dénaturent la pensée du Premier ministre. Et je rappelle que vous faites partie du conseil scientifique. Absolument. Les gens dénaturent la pensée du Premier ministre. Ça, c'est très grave et c'est déplorable au Togo. Vous faites un discours d'1 heure de temps, on prend une séquence de 30 minutes, de 30 secondes, qu'on enlève, qu'on excipe du contexte. Parce que pour comprendre une pensée, il faut la comprendre dans le contexte. On excipe la pensée du contexte et on fait du n'importe quoi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais là, j'étais assis derrière elle. Elle a fait son discours qui était élogieux, qui était magistral, qui était brillant. Je n'ai même pas manqué de lui faire des éloges. Cette dame est d'une intelligence inégalée. Ce n'est pas par hasard qu'elle est Premier ministre. Je vais vous dire la vérité. On n'arrive pas à ses responsabilités par hasard. Elle a la compétence, elle a le niveau, et elle est maternelle, elle est gentille, je vous dis que c'est une dame, il faut la pratiquer pour la connaître. Décidément, madame va vous offrir du vin aujourd'hui. Non, je préfère, vous savez, j'ai un défaut, c'est dire ce que je pense en toute honnêteté. C'est juste pour amuser la galerie. Allez-y. Voilà, je préfère dire la vérité, être libre, que de reconnaître la vérité et en souffrir, pour ne pouvoir pas l'exprimer. Je vous dis, madame le Premier ministre, elle est au top. Ça, je vous le dis. C'est avec plaisir. Je ne fais pas des éloges, je suis difficile. Quand je le fais, c'est que franchement, je vais vous dire, quand elle a fini de dérouler sa communication, j'ai eu cette impression que je n'ai jamais été à l'école. Tellement j'ai été ému. C'était clair et limpide. C'est alors qu'un député qui travaille un peu comme questeur a pris la parole et a dit que madame le Premier ministre, après vous avoir écouté, on sent que l'heure est grave. Et qu'il y a nécessité aujourd'hui de dire la vérité qui fait peur, de dire la vérité qui fait peur pour que les gens se ressaisissent davantage. Il y a nécessité, ne déformez pas ma pensée, il y a nécessité de dire la vérité qui fait peur aux gens. C'est ce que le questeur a dit. Et c'est là le Premier ministre a repris en disant que, monsieur, vous avez raison, il faut parfois dire la vérité, même si ça fait peur. C'est ça le contexte. Elle n'a pas dit, je vais vous faire peur. Non, elle n'a jamais dit ça. C'est un commentaire de ce que quelqu'un a dit. Et par la suite, quand on arrive à l'histoire du vaccin périmé, ce qui est aussi faux, elle a dit, il faut comprendre la chose dans le contexte. Que le Togo ne se permettra pas de jeter un vaccin parce que les autres pays n'arrivent pas à consommer et les vaccins arrivent à péremption parce qu'ils ne consomment pas et ils sont obligés de les jeter. Mais nous avons déployé au Togo une stratégie qui nous permet de ne pas en arriver là. C'est-à-dire, on les consomme. C'est ça. Le Togo vous devez être fiers de vous, monsieur les journalistes togolais. Parce que le Togo est leader mondial de la communication dans Covid. C'est ça la réalité. Le Togo est leader mondial. Et c'est grâce à vous aussi. Alors, par cette campagne de vaccination... Et c'est grâce à nous. Oui, vous reconnaissez. Je le reconnais. Sinon, on ne serait pas là. Certainement que vous devez penser aussi aux journalistes. Ça, c'est clair. Je l'ai défendu. Tu vas pas allons-y. Je l'ai défendu partout que vous avez besoin d'un appui. Et le chef de l'État le fait, il y pense. Alors, donc, et nous avons dit que nous avions mis en place des stratégies de communication qui ont amené, parce que la victoire pour nous, c'est quoi? La victoire pour nous, ce n'est pas que 1000 personnes aillent se vacciner. La victoire pour nous, c'est quand nous faisons ces émissions et qu'une personne sceptique change d'avis et va se vacciner. Pour nous, cette victoire est plus célébrée que 1000 personnes convaincues qui vont se vacciner. Voilà. C'est ça le rôle. Donc, est-ce à dire qu'au Togo, professeur Iou, que nous n'avons jamais eu de vaccin périmé?
Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Et c'est ce que je vous dis. Et c'est ce qu'elle a dit. Ça dit que la stratégie a été tellement planifiée, tellement élaborée, que nous avions fait à la limite du porte-à-porte. C'était devenu carrément une inondation des médias. Tu captes ce média, tu ne peux pas ne pas entendre parler de Covid. On en a fait. Vous saviez combien d'émissions on faisait par jour à Lomé? 14 émissions quotidiennement à Lomé pendant 1 an et demi. Et à l'intérieur du pays, on en faisait 12 pendant 1 an et demi. Aucun pays n'a fait ça. Et c'est ça qui a permis de glaner une à une les gens qui partent consommer les vaccins. C'est pour cela que nous n'avons pas eu de vaccins périmés. Et c'est ce qu'elle a dit. Donc cette stratégie nous a empêché d'avoir des vaccins périmés que les gens ont jetés. C'est pour ça que chez nous... Donc si on comprend très bien, vous ne nous inoculez pas des vaccins périmés. Non, pas du tout. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment on va inoculer des vaccins périmés puisqu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Nous les consommons tous. Et nous avons une stratégie. Vous allez voir que si nous recevons aujourd'hui un stock de vaccins aujourd'hui, vous allez voir, quand Pfizer était venu au tout début, on ne l'a pas utilisé en même temps. Pourquoi? Parce que nous avions un stock d'AstraZeneca qu'on n'avait pas écoulé. Donc on attend d'abord de l'écouler avant d'attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Et les vaccins que nous avons, aucun vaccin pour le moment que nous commençons de recevoir n'est actuellement périmé dans nos stocks. Il n'y en a pas. Donc tout ça, c'est du populisme. Moi, je dis une chose. Je peux ne pas t'aimer, Joachim, mais je dois reconnaître, si tu es intelligent, que tu es intelligent. Et je dois faire en sorte de travailler avec toi pour que je bénéficie d'une partie de ta personnalité. Ça, nous devons faire cet effort-là. Parce que ne pas toucher... Parce qu'au bout du compte, les victimes, c'est qui? Les victimes, ce n'est pas toi et moi qui savons lire et écrire. Oui. C'est les gens qui, eux, vont à tout venant et qui sont plus enclins à se mettre dans des émotions parce qu'on leur a pas dit les bonnes vérités. Alors, essayons d'aider, de nous mettre à la place de nos concitoyens qui ne savent ni lire ni écrire pour que nous puissions porter un message qui leur permette tout simplement de vivre. Voilà, professeur, vous êtes scientifique. Quoi qu'on dise, des gens doutent encore de l'efficacité des vaccins. En tant que scientifique, ici, ce n'est plus question de gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à dire pour convaincre les citoyens? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous donner donc un exemple. Si les vaccins n'étaient pas efficaces, ça veut dire que si vous avez 100 malades, et que sur les 100 malades, vous avez 50% d'une population vaccinée et 50% de population non vaccinée, si les vaccins n'étaient pas malades et que vous avez 100 malades, vous devez avoir théoriquement, statistiquement je dis, 50 qui sont dévaccinés et 50 qui ne sont pas les vaccinés. D'accord? Je reprends, si les vaccins n'étaient pas efficaces et que vous avez vacciné 50% d'une population et 50% de la population de l'autre moitié n'est pas vaccinée, si les vaccins n'étaient pas efficaces, les malades que vous allez avoir seront moitié vaccinés, moitié non vaccinés. S'ils n'étaient pas efficaces. Maintenant, prenons le cas maintenant. Vous avez vacciné que 10% de la population. OK? 90% ne sont pas vaccinés. 90% ne sont pas vaccinés et seulement 10% sont vaccinés. Et vous réalisez que la quasi-totalité des gens qui tombent malades se retrouvent dans le groupe des gens non vaccinés. Les 90%. Les 90%. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat. À l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui, quelle date déjà? C'est le 20. Le 20 septembre, à l'heure où je vous parle, sur tout le territoire national, suivez bien, sur tout le territoire national, sur les 32 000 agents de santé vaccinés, sur les 32 000, nous n'avons à ce jour aujourd'hui qu'un cas de Covid. Un cas sur 32 000. Faites le ratio. Divisez 1 par 32 000. Vous allez voir ce que ça donne. Or, le médecin... Donc, ça, c'est la corporation des médecins vaccinés. Donc, les médecins et corps médical. Un cas sur 32 000. Et ce n'est même pas un cas grave, c'est un cas simple. 1 sur 32 000. Prenez le reste de la population non vaccinée. Et vous allez voir, sur les cas Covid, divisé par 32 000, vous allez voir là où c'est plus avantageux. Or, aujourd'hui, Covid, pour le personnel médical que je suis, Covid ne nous empêche plus de travailler. Il n'y a pas à ce jour un seul personnel médical qui n'ait pas rencontré 3 à 4 cas de Covid dans la journée avant que la nuit ne tombe. Et pourtant, nous ne tombons pas malades. Donc, vous les côtoyez au jour le jour? Au jour le jour, puisque dans les hôpitaux, maintenant, nous avons des cas Covid qui sont hospitalisés. Et nous ne tombons pas malades. Donc, si seulement 1 sur 32 000 au cours d'une semaine, c'est pour vous dire, pour ceux qui sont encore sceptiques, qu'est-ce qui s'est passé pour que ceux qui manipulent le serpent... Moi, je suis paysan. Je mets le pied tout le temps dans la brousse et le serpent ne me mord pas. Toi qui es en ville, toi, le serpent te mord.
Donc tu dois te demander pourquoi le paysan qui plutôt doit courir le risque de se mordre ne se mord pas, alors que toi, qui n'es pas dans le champ, tu te mords. Donc si tu regardes, tu vas voir que le paysan là a apporté une botte. Donc tu ne peux plus nier que la botte qu'il a mise au pied ne le protège pas de la morsure de serpent. Je crois quand même que nous avons aujourd'hui... Oui, mais quand même, il y a d'autres scientifiques qui ont dit, même vacciné, on peut encore être contaminé. Oui, mais c'est ce que j'appelle populiste. Ça dit que ça dépend. Quand nous parlons ici de vaccins... Vous niez cela? Vous déniez cela, pardon? Non. Bien sûr, je vais te dire une chose. Le message n'a pas changé. On a dit qu'aucun vaccin au monde ne protège à 100%. Si au moins vous êtes d'accord là-dessus, la meilleure protection, c'est avec le vaccin de la fièvre jaune. Il va jusqu'à 96%. Ça veut dire que même avec la fièvre jaune qui protège le mieux au monde, il y a 4% de gens vaccinés qui ne seront pas protégés. D'accord. Dans Covid, c'est 90% au mieux. Ça veut dire que statistiquement, quand vous vaccinez 100 personnes, vous savez quand même qu'il y a 10 sur les 100 qui risquent de ne pas avoir une protection immunitaire. C'est ça le message. D'accord. Donc, quand il y a un vacciné qui a développé Covid, nous sommes toujours dans les statistiques, puisqu'on sait d'entrée de jeu que tout le monde ne sera pas protégé. Donc, ce n'est pas un secret. Ici, pour que la maladie soit éradiquée, c'est que si vous avez plus de gens vaccinés, protégés et qui ont développé les anticorps, la chaîne de transmission finira par se rompre. Voilà. Nous sommes ici, il y a toi et moi, il y a les techniciens, nous sommes à peu près 8. D'accord? Si nous faisons une queue de 8 personnes et que 7 personnes parmi nous n'ont pas de bras, toi qui as le bras, tu transmets le relais, tu vas voir que celui qui n'a pas de bras ne peut pas prendre le relais. Voilà. N'est-ce pas? Alors, professeur Iou ton relais s'achève et s'arrête. Oui, professeur Iou Ateba, je vais venir maintenant à la prise en charge. Depuis un moment, votre centre là-bas était saturé. Quel est aujourd'hui l'état des lieux avec la vaccination? Le centre est toujours saturé et nous recevons mal. Hier, nous avons eu 3 décès. C'est des cas non vaccinés. Malheureusement, c'est ça la réalité, la triste réalité. Et les décès, il y a plein de vieux qui ont 80 ans, qui sont vaccinés. Nickel, il n'y a aucun problème. Ce que nous avons qui décèdent, c'est les cas non vaccinés. Et ce que nous relativement jeunes? Il y a de tous âges. Ça va de 30 ans, 35 ans. On a eu une femme enceinte qui est morte, 31 ans, jusqu'à 75 ans. Mais c'est les non-vaccinés. Et ceux qui font les cas graves, qui en sortent vivants, puisqu'il y a quand même beaucoup qui en guérissent, c'est toujours les non-vaccinés. C'est ça le tableau. Donc, comment ça se fait que seulement les gens qui sont non-vaccinés, c'est eux qu'on reçoit? Donc là aussi, c'est pas tant. Et il semble que vous les abandonnez. Quand la personne arrive là-bas et que la personne n'est pas vaccinée, il semble que vos techniciens ou bien vos collabos l'abandonnent. C'est faux. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais parce que le Togo n'est pas un pays barbare. Les autorités, je vous le dis encore, nous avons de la chance d'avoir nos autorités, les 2 principales autorités. Et même, je dirais, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est des femmes extraordinaires. Elles sont maternelles, il faut le reconnaître. Aucune maman ne laisse mourir son enfant. Et à la tête de ce pays, elles sont comme nos mamans, elles ne feront jamais ça, ça ne s'est jamais passé, ça ne se passera jamais. Je vous dis, au lieu qu'on aille dans les on a dit, je vous ai toujours invité à venir à Sikege. Je vous mettrai dans les bonnes combinaisons. Vous ne vous infecterez pas et vous allez voir par vous-même que la prise en charge, elle est optimale. Elle est au top. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne, dans la générosité donc de nos dirigeants, personne n'a encore déboursé 5 francs dans ce centre pour se payer un comprimé d'aspirine. Et pourquoi vous vous acharnez contre les églises? Voilà. Là aussi, il y a lieu de lever l'équivoque et de dire aux gens d'arrêter les mensonges. Là aussi, j'étais là. J'étais là en tant que membre du conseil scientifique le jour où nous avions reçu les leaders religieux, les préfets et les chefs d'art traditionnels. Quand le problème s'est posé, on a fait le tour de table, tout le monde a parlé. Je m'étais levé et j'ai levé le doigt sur comment on fait par rapport à la gestion des foules. Et j'ai levé le doigt, madame le Premier ministre m'a donné la parole, je lui ai dit, il est inconcevable qu'au Togo, on continue de priver certains de leur totale liberté parce que certaines personnes ne veulent pas jouer le jeu de la vaccination. Et par voie de conséquence, les gens qui se sont vaccinés ou qui adhèrent aux mesures, on ne peut pas les priver de leur liberté à cause de quelques personnes qui ne respectent pas les lois. Donc, on ne ferme pas les églises, mais on va demander aux gens de rentrer dans les églises en présentant la preuve de leur vaccination. Si vous êtes vacciné, vous allez célébrer sans aucun problème. Je n'ai pas fini. Terminé, oui. Et le ministre Boukessi, le ministre d'État, a renchéri et a appuyé l'idée, a dit oui, effectivement, il suffit seulement qu'on mette des contrôles pour que les églises fonctionnent.
quelle a été notre surprise? C'est là où je dis, si les leaders religieux commencent à dénaturer la vérité, je ne sais pas le degré de leur foi, ce qu'ils veulent, qu'ils nous disent qui ils sont réellement. C'est là que l'évêque qui était là le jour-là, l'évêque qui était là, ne citez pas son nom. Je ne vais pas citer le nom. Il a s'est levé, il dit que lui ne voit pas comment on peut contrôler à l'entrée des églises les passes vaccinaux, le carré de vaccination. Et que ça va être compliqué et que eux, ils préfèrent qu'on ferme. Je vous dis la vérité, c'est ce qui s'est passé. Ils préfèrent qu'on ferme. On s'est regardé. Et le représentant des musulmans a dit que chez eux, ils font au moins 5 prières. Et que les prières commencent à 4 heures du matin. Qu'ils ne voient pas comment des vieux qui arrivent avec machin à l'église le matin, qu'on contrôle leur statut vaccinal. Et qu'eux, ils proposent qu'on ferme purement et simplement. Donc, les responsables, les leaders religieux, que ce soit au niveau de la communauté chrétienne, tout comme au niveau de la communauté musulmane. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est eux qui ont proposé la fermeture. C'est eux qui ont proposé. Et le Premier ministre a refait un tour de parole. Et là, Dieu les a regardés. Que vous êtes sûrs de ce que vous dites? Ils ont dit oui. Elle est revenue encore faire un second tour de table. Et c'est encore eux. Et c'était debout cette fois-ci que l'évêque. Il était debout quand il a dit qu'eux, ils préfèrent qu'on ferme. Et quand on est sorti... Et les autres congrégations, les autres... Il n'y avait que les deux. Il y avait que les deux. Les chefs traditionnels n'avaient pas de position. Tu sais, vous êtes chef traditionnel, mais vous êtes d'une religion donnée. Il n'y avait que les deux et il y avait aussi les préfets. Et moi, j'ai ensuite levé le doigt, j'ai dit, on peut toujours contrôler le pass vaccinal. Vous avez à l'entrée des églises des gens qui sont habillés que vous appelez services d'accueil. Les services d'accueil peuvent parfaitement regarder. C'est une communauté religieuse. Ils peuvent parfaitement regarder et puis entre vous, ça peut se faire. Ils disent non, que ça va être difficile. Et voilà comment on s'est regardé. Et quand la réunion est sortie, on finit, nous nous sommes posé la question, on s'est dit, mais on n'a pas compris ces gens-là. Ou bien ils ont fait une boutarde qui est retournée contre eux, mais on n'a rien compris. Et c'est là que le Premier ministre a fait la synthèse et a dit, donc vous préférez plutôt la fermeture plutôt que de présenter la preuve de vaccination. Ils ont encore répondu oui. Alors, quand je vois, j'entends, ça dit que j'ai été tellement... Ce que je vous dis, ce n'est pas comme me l'a rapporté. J'étais là. Si vous comptez de la droite du Premier ministre, il y avait le ministre d'État qui était assis. On ne va pas faire la vidéo sonore ici. Voilà, donc c'est pour vous dire que, que les gens, de grâce, arrêtent de noircir l'image du Premier ministre. Arrêtent de noircir l'image du pays que c'est le gouvernement qui a fait. Le gouvernement, dans sa conciliation, a dit, donc, passe vaccinal, et vous y accédez, c'est les religieux eux-mêmes qui ont proposé la fermeture en lieu et place du passe vaccinal. Professeur Iou Ateba, certains Togolais estiment quand même que c'est une sorte de, entre guillemets, ce n'est pas quand même péjoratif, une sorte de zèle dont fait preuve le ministre Iou Ateba, ce qui a poussé le gouvernement à décider que tous ceux-là qui doivent accéder aux édifices publics, à l'administration, aux bâtiments administratifs, ils doivent présenter un pass vaccinal. Mais avant cela, il semble que vous avez dépensé, rien que pour les vaccins et autres, 20 milliards de francs CFA et que le pays n'a même pas encore de scanner qui coûte à hauteur de 500 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Merci beaucoup. Un scanner, même, vous n'avez que des chiffres faux. Déjà, le scanner, vous tirez où le prix de que le scanner coûte 500 millions de francs CFA? Que chacun fasse son travail. C'est ça le mal au Togolais. C'est que chacun invente des idées. Nous faisons de nos rêves des réalités. Le Togo n'a pas encore dépensé 20 milliards. Le Togo provisionne. C'est-à-dire que la politique du Togo, le chef de l'État a instruit qu'on commande pour le Togo 4 millions de vaccins. C'est ça Si tu veux aller acheter une voiture à Sika, à Sifao, la voiture coûte 5 millions. C'est 5 millions. Mais ça ne veut pas dire qu'avant que tu aies la voiture, que tu verses les 5 millions. C'est ça. Les 4 millions de doses nous coûteront 20 milliards. Et le Togo a travaillé pour positionner cet argent. Mais on ne l'a pas encore dépensé. Puisque pour dépenser, il faut déjà qu'on te donne le vaccin. C'est ça. Les bonnes informations, il faut qu'on les véhicule. Donc, je rectifie en disant que le Togo n'a pas versé 20 milliards à qui que ce soit pour avoir le vaccin, mais le Togo se prépare et a positionné 20 milliards de francs CFA. C'est Madame le Premier ministre qui l'a dit que les vaccins coûtent cher. Oui, mais bien sûr, c'est une réalité. Que nous avons déboursé 20 milliards de francs CFA. Elle n'a pas dit nous avons déboursé 20 milliards. Elle a dit nous avons commandé 4 millions de vaccins
Et les 4 millions de vaccins vont coûter une bagatelle de 20 milliards. D'accord. Ne dénaturons pas. Ça dit qu'au Togo, franchement, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Mais de grâce, ne dénature pas sans penser. D'accord. C'est ça la vérité. Donc, je restitue la vérité. Nous avons commandé 4 millions de vaccins. C'est la vision. Et ça va nous coûter 20 milliards. C'est là-dessus que nous travaillons pour qu'on puisse le faire. Mais on n'a pas dit qu'on est parti verser 20 milliards à quelqu'un pour attendre un vaccin que nous n'avons pas encore reçu. Est-ce que les services administratifs ou bien les lieux, les bâtiments publics constituent des clusters, des endroits où on doit être contaminé et il faut présenter des passes? C'est quoi un cluster? Je dis que vous avez des mauvaises infos. Un cluster, c'est un endroit clos où se réalise une épidémie de communauté concentrée. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Covid est une maladie respiratoire, une maladie qui se transmet par les fluides respiratoires et quand on parle et tout, eh bien, quand vous êtes dans une ambiance agglutinée, ça devient l'expression, le cadre idéal de ce qu'on appelle le cluster. Donc, les services sont des clusters. Lorsque vous avez un cas parmi vous, il va vous infecter. C'est pour cela que quand les convives d'un avion atterrissent, on les teste tous. Parce qu'à l'intérieur, c'est de l'air conditionné, c'est un endroit clos. Et quand il y a cette circulation du virus à l'intérieur, ça devient un cluster. Mais pour que la définition de cluster soit complète, il faudrait qu'au milieu de ces gens qui sont en vase clos, qu'il y ait un cas de maladie qui risque de contaminer les autres. Donc là aussi, une fois encore, que chacun parle de ce qu'il sait. D'accord. Vous l'avez si bien dit, mais quand même, je vais poser la question. Est-ce que les services administratifs, les bâtiments publics constituent des clusters et il faut nécessairement présenter un passe vaccinal avant d'y accéder? C'est ça ma question. Mais c'est là que c'est la définition que je vous ai donnée. Maintenant, ça devient un cluster. Oui. Pourquoi maintenant vous nous obligez de présenter d'abord notre carnet vaccinal avant d'aller? Si je dois acheter du timbre, je dois me faire établir un document. Parce que faire la vaccination, ce n'est pas une profession de foi. Il n'y a que le papier qui prouve qu'effectivement vous êtes à jour ou pas. Parce que nous avions dit, ici, ce n'est pas celui qui ne veut pas se vacciner qu'on tente de protéger. Mais c'est celui qui, lui, s'est vacciné. C'est celui qui, lui, respecte les choses qu'on veut protéger contre celui-là qui va lui amener la maladie de dehors. C'est ça la priorité du gouvernement. On veut protéger celui qui respecte les normes. Parce que souvenez-vous... Là, vous excluez des gens. On exclut, bien sûr. Si tous les hommes marchent sur la tête et que toi, tu veux marcher sur les bras, mais vous-même, vous comprenez que vous rejetez de la société. Il y a des normes aujourd'hui. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si nous arrivons à comprendre ça, on ira très loin. Je n'ai pas le droit de te transmettre une maladie. Même si moi, j'aime cette maladie, je n'ai pas le droit de te le transmettre. Est-ce que c'est cette décision qui vous a amené à mettre en congé, on dirait même vos collaborateurs au niveau de votre département militaire? Si vous ne présentez pas votre carnet vaccinal, restez chez vous. Quand la maladie va finir, vous revenez. Mais absolument, puisque vous n'avez pas le droit. Moi, je collabore avec ma hiérarchie. Je n'ai pas le droit d'infecter mon chef d'État. Donc, mais si toi, tu es mon collaborateur et que tu m'infectes, je peux infecter l'autre. Donc, ça veut dire que ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Pour le moment, là où je risque de me contaminer, c'est dans notre lieu commun. Et c'est toi qui risques d'amener le problème. Donc, la chose étant vue de la sorte, eh bien, reste chez toi, puisque moi, je ne peux pas m'empêcher de venir. Donc, tu restes chez toi, sans conséquence pour toi. Quand l'épidémie est finie, tu reviens. Et cette stratégie a marché? 100% des gens dans mon département sont vaccinés. 100%. Ça marchait très bien. Et quand ils sont revenus, c'est à coup de champagne que nous avons célébré leur retour. Ah oui. Ils ont fait 2 jours. J'ai fait commander du champagne. On a sauté du champagne. On était tous heureux, tous contents. Voilà. Mais vous avez pris une décision aussi. Dit dans la Bible, il y a plus de joie dans les cieux quand un seul inconverti se convertit, plutôt que quand 1000 personnes convaincues se convertissent. Donc nous célébrons toujours lorsqu'un sceptique franchit le pas et qui se vaccine, c'est une grande joie que nous célébrons. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la décision ou bien disons la recommandation portant un numerus clausus? Le numerus clausus est une pratique antique qu'il faut abandonner. Moi, je ne cautionnerai jamais qu'un étudiant qui ait la moyenne et qu'on le fasse échouer tout simplement parce que les gens ne veulent pas prendre le nombre suffisant qu'il faut. La question, ce n'est pas d'avoir peur de la massification des étudiants. La question aujourd'hui dans les universités publiques et en particulier en médecine, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait lorsque les effectifs commencent par devenir très grands.
Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un pléthore d'étudiants? C'est ça la réflexion. Et c'est à cela qu'il faut apporter des questions. Il ne faut pas seulement constater qu'il y a beaucoup d'étudiants et ça amener et être là à restreindre, à priver les gens. Nous n'avons pas construit des universités pour faire des recalés, pour recaler des étudiants. Nous n'avons pas construit des écoles pour produire des chômeurs. Nous avons fait des écoles, des universités pour former des cadres bien faits. Donc, dès lors que l'étudiant obtient sa moyenne, il a un droit d'être déclaré admis. Dites-moi là où au monde on échoue quand on a la moyenne. D'accord. Voilà. Et c'est ce que vous voudrez corriger. C'est ce que je corrige et je vais vous dire une chose, et nous sommes à l'ère de toutes les vérités. Écoutez, les gens n'ont qu'à faire leur travail. Vous allez dans les hôpitaux tout à l'heure, à l'heure où nous parlons, la moitié des professeurs sont dans leur clinique privée. Qu'ils mettent ce temps pour encadrer les étudiants, mais pas pour dire qu'il y a trop d'étudiants. C'est ça la réalité. Et ce débat-là, nous le ferons parce que ce n'est pas concevable que nous soyons payés par le service public et qu'au même moment, nous ne soyons pas là pour consacrer suffisamment de temps aux apprenants. Le rôle de l'enseignant, du professeur, c'est d'encadrer les étudiants. La réflexion, c'est comment allons-nous nous y prendre? Et ça, nous aurons un autre temps pour vous recevoir par rapport à votre département ministériel et nous reviendrons sur un débat beaucoup de important sujets. Que nous devons mener, dans le cadre de la il ne faudrait pas léser les étudiants qui sont là-bas et qui travaillent d'arrache-pied pour réussir. Jacques, vous êtes en ligne sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô, allô? Allô, bonjour Monsieur Joachim. Oui, bonjour Jacques. Je salue Monsieur le ministre. Bonjour. Oui, j'ai une question pour le ministre. Allez-y. Est-ce que la décision prise par le gouvernement concernant l'accès aux édifices publics, est-ce que ça ne concerne pas l'aéroport international de Asimbe et Adema de Lomé, puisque moi je travaille à l'aéroport. Il y a un bon nombre du personnel de l'aéroport qui n'est pas vacciné. Et ils ne comptent même pas le faire parce que selon les causeries entre nous. Mais il y a aucun contrôle là-bas concernant le personnel de l'aéroport de Lomé. Donc sinon, c'est toute ma question. Bien noté, très bien noté. Donc, je réponds rapidement. Il est en train de nous dire qu'on doit faire un contrôle. Donc c'est bien reçu et des mesures seront prises pour que les contrôles se fassent parce qu'on ne peut pas admettre que dans un lieu si stratégique que des gens y aient accès sans... À la sortie de cette émission, j'en parlerai au colonel Lata pour voir dans quelle mesure on mettra les mesures pour que cette anomalie soit corrigée. Oui, parce que c'est eux qui bien sûr, vérifient touchent les bagages des gens. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre contribution, de nous avoir signalé qu'il y a cette anomalie que nous allons corriger. Ah, mais le colonel Latanyama est donc interpellé. Alors, Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, votre question, la seule d'ailleurs. Ah bon. Je voulais poser des questions. Non, c'est une qui est autorisée compte tenu du temps. D'abord, je vous remercie pour pouvoir expliquer au public. Ma préoccupation, je voudrais savoir, est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas de chercheurs, même l'Union africaine, ne pouvait pas mettre un vaccin, les 20 milliards que vous projetez, si tous les pays apportaient les 20 milliards, est-ce qu'on ne peut pas, les chercheurs africains ne peuvent pas produire un vaccin pour des types africains pour permettre à l'Afrique de... Parce que on a pourquoi les hommes sont sceptiques? Parce que on nous dit que les Européens produisent des vaccins pour cobayes, pour permettre d'éradiquer la population africaine. Donc, si le vaccin est africain, là, ça va aider à tout le monde de se vacciner. Il n'y aura pas de doute dans les esprits des gens, quoi. Bien noté, monsieur Patrick. Monsieur Komi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez droit à une question. Ah, permettez deux petites questions. C'est une seule question parce qu'il y a le dernier intervenant qui est en ligne aussi. Ok. Pourquoi zapper l'article du Code de la santé au profit de la dictature vaccinale? Bien noté. Attendez. L'article 66 dit ceci. Le ministre de la Santé rend obligatoire dans les zones menacées par une épidémie la vaccination contre l'infection en cause lorsqu'il existe un vaccin efficace. Pourquoi alors du zèle, d'abus d'autorité en passant par Aboka jusqu'à Opaoul? Merci. Alors, professeur, vous avez écouté. Oui, je réponds par la dernière question. Lui-même, il vient de lire un test de la République. Le test dit tout. Donc, je ne pense pas que c'est une imposition. C'est ce que le test dit qu'on essaie d'appliquer. Pour une fois,
je pense quand même que quand on n'a fait qu'appliquer les tests tels qu'ils se doivent, je crois que ne faisons pas du populisme. Ce n'est que l'application des tests qui existent. Et on n'a pas commencé par l'application des tests, on a commencé par les sensibilisations. Mais quand la situation devenait intenable, il faut à un moment donné que le gouvernement joue le rôle. Parce que les mêmes personnes qui disent ça aujourd'hui, si le gouvernement n'avait pas fait ça, demain c'est eux qui diront « Ah oui, il y avait des tests constitutionnels que vous n'avez pas appliqués. Si vous l'aviez fait, on n'aurait pas eu ça. » Donc voilà un peu comment ça marche. C'est un jeu auquel on est habitué. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que, je le dis encore, ce qui compte pour nous ici, c'est l'innocent qui sera infecté. Il faut le protéger absolument. Oui, est-ce que le Togo mobilise 20 milliards, les autres pays sont 55 ne peuvent pas mobiliser le même montant afin de pouvoir trouver un vaccin, vous qui êtes les chercheurs? Le Togo n'est pas une sous-préfecture des pays africains. Le Togo fait sa politique en fonction de ses moyens, en fonction de sa vision. Aujourd'hui, le président Faure est l'un des initiateurs pour l'initiative COVAX et l'initiative qui vise à produire les vaccins en Afrique. Je rappelle que le vaccin Johnson & Johnson que nous avons aujourd'hui, qui même sert les pays européens, est produit en Afrique du Sud. Et il y a d'autres pays comme le Maroc, le Sénégal qui vont se positionner. Mais encore là aussi, c'est les bonnes informations qu'il faut avoir. Parce que pour avoir un laboratoire de virologie de tel niveau, pour fabriquer des vaccins à l'inoculat des humains, ça coûte des centaines de milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que tous les pays ne peuvent pas s'amuser à le faire. Il n'y a que dans le cas des initiatives régionales ou sous-régionales que ça peut se faire. Mais en attendant, le Togo fait l'effort de trouver l'argent nécessaire pour sauver sa population. Et je crois que ça, c'est une action qu'il faut louer. Alors, professeur, nous sommes à la fin de l'émission maintenant. Qu'avez-vous à dire à ceux-là qui hésitent encore d'aller prendre leur dose de vaccin? Je leur dis et je remercie et félicite vraiment ceux qui aujourd'hui prennent d'assaut les centres de vaccination parce qu'ils ont compris le message. Et qu'enfin la population monte une maturité, elle ne se laisse plus berner par nous les politiciens. Elles savent faire la part des choses et savent voir ce qui est bon pour eux. Pour ça, je salue leur maturité. Et je leur demande de faire aussi la campagne de vaccination, la sensibilisation autour d'eux, pour que notre pays soit premier leader dans la vaccination et que la population soit préservée pour que nous puissions reprendre nos activités dans la sérénité. Professeur Iou Wateba, merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, professeur Majesté Iou Wateba, infectiologue, membre du conseil scientifique, également responsable du centre de prise en charge CHR Lomé commune et ministre de l'enseignement supérieur de la recherche. Madame, monsieur, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. C'est fini pour aujourd'hui. Moi, je suis Joachim Betim, derrière la baie vitrée pour la mise en onde. Il s'appelle Kokou, le Parisien. Alors, comme c'est le début de semaine, excellente semaine à toutes et à tous.